Chers élèves, bienvenue dans cette séance inaugurale qui s'inscrit dans le cadre du module numéro 1 du programme de la langue française destiné aux élèves de la première année du cycle du baccalauréat. Ce premier module qui se fixe comme objectif d'étudier un roman à vocation autobiographique. Je parle de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Cette séance, qui se présente comme une préparation à l'étude de l'œuvre, va tourner autour de 4 points essentiels. D'abord, la biographie de l'auteur, à travers laquelle nous allons découvrir qui est Ahmed Sfraoui. Le deuxième point concernera la définition du genre du roman autobiographique. Dans un troisième moment, nous allons découvrir la mouvance de la littérature maghrébine d'expression française. Enfin, nous allons nous intéresser à l'analyse de la couverture du roman. Mais avant ceci, essayons d'abord de présenter de manière générale cette œuvre. La boîte à merveilles a été écrite par Ahmed Sfraoui. Elle appartient au genre du roman autobiographique et s'inscrit dans ce qu'on appelle la littérature maghrébine d'expression française. Cette œuvre a été éditée chez Seuil en 1954. Faisons maintenant connaissance avec l'auteur de cette œuvre, Ahmed Sfraoui. Ahmed Sfraoui est un grand écrivain marocain d'expression française. Il est né à Fès en 1915 de parents d'origine berbère. Il a d'abord fait des études à l'école coranique, puis il a fréquenté l'école française avant d'intégrer le prestigieux collège Moulay Idriss. Suite à ce parcours scolaire à 3 temps, il a d'abord travaillé comme rédacteur dans un quotidien nationaliste appelé Action du Peuple. Puis, il est devenu conservateur de musées dans la ville de Fès, plus spécialement les musées Ad-Doha et Al-Batha, dont il a été d'ailleurs cofondateur. Puis, il a commencé à monter petit à petit dans la hiérarchie administrative pour devenir directeur du tourisme à Rabat. Ahmed Sfraoui est décédé dans la ville de Rabat en 2004. Il a d'ailleurs laissé une grande production littéraire dont on peut citer Le Chapelet d'Ambre, publié chez Seuil en 1949, est considéré parmi les premiers écrits maghrébins francophones. Il a écrit également La boîte à merveilles, considérée comme son chef-d'œuvre, dans la même maison d'édition à Paris en 1954. Il a également écrit Le jardin des sortilèges chez l'Harmattan à Paris en 1981. Enfin, 3 ans avant son décès, il a publié chez la maison d'édition Marsam à Rabat un livre intitulé La maison de servitude. Attaquons maintenant le deuxième point, à savoir la définition du genre du roman autobiographique. La boîte à merveilles est effectivement un roman autobiographique, c'est-à-dire un genre proche de l'autobiographie, parce qu'il fait partie également de ce qu'on appelle la littérature du moi, mais qui est différent de l'autobiographie. Donc, pour pouvoir comprendre ce que c'est qu'un roman autobiographique, il nous faut d'abord définir ce que c'est qu'une autobiographie. Étymologiquement parlant, le mot autobiographie est composé de 3 parties. Auto, qui veut dire soi-même. On retrouve auto, par exemple, dans autocritique,
le fait de se critiquer soi-même, dans auto-formation, c'est-à-dire se former soi-même sans avoir recours à un formateur. Il y a aussi bio, qui veut dire vie, qu'on retrouve aussi dans biologie, c'est-à-dire la science de la vie. Et enfin, graphie, qui veut dire écrire ou écriture, qu'on peut retrouver également dans dactylographie, c'est-à-dire la machine à écrire. Alors cette définition est un peu simpliste. Pour mieux définir l'autobiographie, il faut aller chercher la définition proposée par Philippe Lejeune, qui est le grand spécialiste des écrits du moi. Philippe Lejeune définit l'autobiographie comme un récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. On remarque que dans cette définition, Philippe Lejeune tient à définir les lignes de démarcation entre l'autobiographie et les genres proches. Quand il dit par exemple qu'il s'agit d'un récit rétrospectif, il note la différence entre autobiographie et journal intime. Ce dernier n'est pas du tout rétrospectif puisqu'il est écrit au jour le jour, alors que dans l'autobiographie, on fait un voyage dans le temps, vers le passé, d'où l'adjectif rétrospectif, c'est-à-dire se projeter dans le passé, pour pouvoir aller chercher des souvenirs dans son enfance. Deuxième chose, c'est l'adjectif réel, à travers lequel Philippe Lejeune fait la différence entre l'autobiographie et l'autofiction, puisque cette dernière met en scène un jeu qui renvoie à un personnage fictif. C'est par exemple le cas du Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Deuxième, plutôt troisième différence que fait Philippe Lejeune ici, c'est entre l'autobiographie et les mémoires, en disant que l'autobiographie ou que l'autobiographe met l'accent sur sa vie individuelle, puisque dans les mémoires, celui qui dit « je » utilise ce pronom personnel comme prétexte pour parler d'une histoire qui concerne une collectivité et non pas sa simple intimité ou individualité. Donc, comme on vient de voir, Philippe Lejeune, à travers cette définition, fait la différence entre l'autobiographie et les autres genres proches, à savoir le journal intime, l'autofiction et les mémoires. En parlant d'autobiographie, on ne peut pas ne pas parler du pacte autobiographique, ce contrat moral par lequel l'autobiographe s'engage à restituer avec exactitude et fidélité son passé. Par le même contrat, le lecteur s'engage également à croire tout ce que dit l'autobiographe sur parole. Ce contrat moral qu'est le pacte autobiographique nous met devant deux problèmes majeurs, celui de la mémoire et celui de la sincérité. La mémoire, parce qu'il n'est pas évident d'aller chercher dans son enfance des détails qu'on trouverait des fois du mal à restituer, d'où l'oubli des fois. Les dates, les noms des personnes, les noms des rues, les petits détails de la vie, etc. Pour la sincérité, alors consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, on a tendance à faire le tri entre ce qui doit être dit et ce qu'on doit garder pour soi. Quelles sont donc les caractéristiques de l'écriture autobiographique? D'abord, il y a l'emploi de la première personne du singulier « je ». Bien sûr, tout ce qui tourne autour du « je », les pronoms, les adjectifs possessifs, ma, mon, le mien, notre, etc. Deuxième point, c'est l'identité entre auteur, narrateur et personnage.
ces trois entités que les élèves, ou certains élèves, confondent des fois. Il faut préciser que l'auteur, c'est une personne réelle, en chair et en os, et dont le nom figure sur la couverture du livre. Le narrateur, lui, est une entité qui se charge de la narration. Elle peut être, bien sûr, intradiégétique, c'est-à-dire qui fait partie de l'histoire, ou bien extradiégétique, ça veut dire un narrateur extérieur à l'histoire. Enfin, le personnage, qui est un être de papier et qui n'a aucune existence effective. Troisième point, c'est l'écart temporel, c'est-à-dire le regard rétrospectif de l'adulte porté sur les événements racontés par l'enfant. Et là, on parle d'une double énonciation qui exige aussi un double système temporel. Celui d'abord du récit, avec le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait, pour raconter les événements, et là on est dans un énoncé coupé, on se réfère à 1921 qui est le temps des événements, et puis de l'autre côté, le système du discours, avec le présent comme temps de base, le futur, le passé composé, et bien sûr tous les indicateurs spatio-temporels qui tournent autour du discours. Et là, nous sommes dans des énoncés ancrés qui permettent de porter des jugements, des commentaires, des réflexions sur les événements narrés. Enfin, il y a aussi l'évocation des souvenirs et l'expression des sentiments. Vous avez certainement lu La boîte à merveilles et vous avez constaté le foisonnement d'expressions de sentiments qu'on peut retrouver dans cette œuvre. Ici, le narrateur est lui-même le personnage principal. On parle alors de focalisation interne. Dans ce cas, nous avons accès à la sensibilité du personnage narrateur de manière directe et authentique. Maintenant qu'on a défini ou essayé de définir l'autobiographie, qu'est-ce que c'est donc qu'un roman autobiographique? Le roman autobiographique, c'est un genre proche de l'autobiographie où le sujet est un personnage de fiction cette fois, dont la vie narrée à la première personne du singulier est assez fortement inspirée par la vie de l'auteur. Ce dernier emprunte un prénom différent du sien, ce qui est le cas de La boîte à merveilles. Nous avons le narrateur qui est lui-même le personnage. Ces deux entités sont différentes de l'auteur. Ce dernier s'appelle Ahmed Sfraoui, alors que le narrateur personnage porte le nom de Sidi Mohamed. Ceci sans parler bien sûr de la mention roman qui figure sur la couverture du livre et qui confirme l'hypothèse ou l'idée du roman autobiographique. Mais, en dépit de cette volonté de l'auteur de prendre ses distances et du recul par rapport au récit qu'il raconte, il nous suffit de confronter un peu les notes biographiques avec ce qui est raconté dans les chapitres 1 et 2, par exemple, du roman. Et là, nous allons déceler un nombre important d'intersections et de ressemblances entre l'entité de l'auteur et celle du personnage narrateur. Prenons à titre d'exemple ces quelques ressemblances. Ahmed Sfraoui est né dans la ville de Fès. Le narrateur personnage, Sidi Mohamed, est né aussi à Fès et l'histoire du roman se passe dans la Médina de Fès. Ahmed Sfraoui est né dans une famille d'origine berbère. Le personnage narrateur, Sidi Mohamed, nous dit dans le chapitre 1
que ses parents sont d'origine montagnarde. Enfin, Ahmed Sfrioui a fait des études à l'école coranique, pendant que Sidi Mohammed, le personnage narrateur du roman, fréquente le MSID, ou l'école coranique. Donc, il s'agit ici d'une autobiographie déguisée où l'auteur raconte une partie de sa vie en empruntant un prénom qui n'est pas le sien pour prendre ses distances vis-à-vis du narrateur personnage. Pour le troisième moment de cette séance, nous allons découvrir ce que c'est que la littérature maghrébine d'expression française. Il s'agit d'une littérature qui est née aux alentours des années 40 dans les trois pays du Maghreb, à savoir le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, qui sont les trois pays concernés par la colonisation française. Cette littérature a été d'abord l'expression de la rencontre de deux univers. D'un côté, le monde arabo-musulman, avec ses coutumes, ses rites, ses traditions, très ancrées dans la réalité nord-africaine, berbère, etc. Et de l'autre côté, le monde de la langue française et de la culture qu'elle véhicule. Puisque je vous le rappelle, une langue n'est pas uniquement un moyen de communication, elle est aussi et surtout le véhicule d'une culture. Au niveau de cette littérature, on distingue généralement trois générations différentes. Cette classification est bien sûr artificielle, mais indispensable par souci didactique. La première génération est appelée la génération des fondateurs. La deuxième s'appelle la génération des rebelles. Et on appelle la troisième génération les perfectionnistes. Pour les fondateurs, ils désignent les initiateurs de ce mouvement qui ont ouvert la voie à d'autres écrivains pour s'exprimer en langue française. Le but étant de présenter la société maghrébine au lecteur occidental comme une forme de carte postale. Ces écrivains ont vécu la double culture comme une sorte de déchirement, comme une crise d'identité. Je parle ici, par exemple, d'Ahmed Sfrioui, je parle également de Driss Shraibi et surtout de Katib Yassine, l'écrivain de Nejma. La deuxième génération des rebelles est une génération qui s'est inscrite dans le mouvement nationaliste de la lutte pour l'indépendance des pays du Maghreb. Ces écrivains ont porté la plume comme on porte les armes pour résister contre l'oppression de la colonisation française. Ce combat qu'ils ont mené, ils l'ont fait également sur le plan linguistique. La revue Souffle est une parfaite illustration de cet engagement. C'est une revue qui a été fondée par un ensemble d'écrivains, généralement des poètes, comme Abdeltaif Labi, Mohamed Khayrdin et Mustafa Nissabouri. Enfin, la génération des perfectionnistes, c'est une génération qui est venue après l'indépendance des pays du Maghreb. C'est une génération qui a compris enfin que la double culture n'est pas du tout un handicap. Bien au contraire, la double culture est une richesse dont il faut profiter et dont il faut tirer l'avantage en exploitant les ressources techniques, les ressources artistiques des deux cultures et des deux langues. Cette génération est illustrée par deux écrivains que j'admire personnellement, Fouad El-Aroui d'abord, avec son humour noir et son ironie, et surtout Yasmina Khadra avec son écriture romanesque, poétique. Bien sûr, on ne peut pas parler
de la littérature maghrébine d'expression française sans aborder la question féminine, puisque cette littérature nous a offert également beaucoup de plumes féminines de talent, comme par exemple la grande sociologue marocaine Fatima El-Mernissi, Assia Djebbar, l'algérienne, Houria Boutsejra, Badia Al-Haj Nasser, Souad Bahishar, Rita Al-Khiyat et d'autres. La particularité de la plume féminine, c'est qu'elle est une plume audacieuse, parce que ces écrivaines n'ont pas hésité à transgresser le triangle des tabous de nos sociétés, ce triangle qui représente la politique, la religion et la sexualité. Passons maintenant au quatrième point de notre séance, à savoir l'analyse de la couverture. Alors, la couverture de la boîte à merveilles présente un certain nombre d'éléments. On va les citer du haut vers le bas. Alors, on commence par le nom et le prénom de l'auteur, le titre de l'œuvre, la mention roman qui oriente un peu notre lecture de l'œuvre, l'illustration qui est présentée sous la forme d'un photomontage, et puis enfin, en bas, la maison d'édition. Alors, nous allons nous intéresser particulièrement à l'illustration. Comme j'ai dit, c'est un photomontage qui présente d'abord une ruelle de la Médina de Fès apparemment. C'est une impasse, un peu sombre. Toujours au niveau spatial, nous avons une entrée de maison, grande porte, entrouverte. Ceci peut être interprété comme une invitation à entrer dans la vie de l'auteur, dans sa maison, dans son intimité aussi. La présence de deux femmes prises de dos, vêtues d'un haïk, nous donne peut-être l'idée de la condition féminine qui sera peut-être une question primordiale dans cette œuvre. Enfin, l'élément le plus important à mon sens, c'est la présence du petit enfant qui a presque l'âge de 6 ans et qui nous fait bien sûr directement penser au personnage narrateur de cette histoire. Alors, à travers ces éléments, on peut déjà faire des hypothèses de lecture. Le roman tournerait peut-être autour de la vie d'un petit enfant. Le récit serait marqué par le sentiment de solitude, puisqu'on a vu que l'enfant est seul, il est adossé au mur. Le roman aborderait peut-être aussi la question de la condition féminine, on a pu le dire à partir de notre constatation de la présence de ces deux femmes. Et puis, l'espace aurait peut-être une place de choix dans l'œuvre, puisque la présence de la ville de Fès et de ses espaces et de ses ruelles labyrinthiques est très sensible sur la couverture. Pour récapituler en guise de synthèse, on va dire que La boîte à merveilles est un roman autobiographique qui est écrit par Ahmed Sfraoui, né en 1915 à Fès et décédé en 2004 à Rabat, que ce roman a été publié en 1954 chez Seuil et que ce roman appartient à la littérature maghrébine d'expression française. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette séance inaugurale. Je vous invite à lire et à relire l'œuvre d'Ahmed Sfraoui. En attendant de vous voir dans une séance prochaine, j'espère que vous avez pu profiter de ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage.